Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes député de Paris, président du groupe Renaissance de la capitale. Emmanuel Macron assistera donc au match France-Israël jeudi soir au Stade de France. Une rencontre prévue avec un dispositif de sécurité extrêmement renforcé suite aux actes antisémites d'Amsterdam, véritable chasse aux Juifs. Au moment, Sylvain Maillard, où le président annonce et confirme sa venue, Israël recommande à ses ressortissants de ne pas s'y rendre. Est-ce que vous y voyez une forme de camouflet à la France ? Je le regrette. D'abord, je veux féliciter. Je trouve que c'est une très bonne décision d'Emmanuel Macron d'aller voir le match France-Israël. C'est un symbole fort, mais ça montre aussi qu'il y aura beaucoup de sécurité, et tant mieux, et qu'il n'y aura aucun souci. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Sur les abords, on sait parfaitement sécuriser les abords du Stade de France, les transports en commun, et donc j'invite les Français, évidemment, à se rendre en masse pour supporter l'équipe de France. Oui, en masse. Vous dites ce matin à un Français juif d'aller même en famille voir ce match sans crainte, sans appréhension. Heureusement, oui, il faut y aller, et c'est un match important, c'est un match de l'équipe de France. Il faut un stade plein. Quel symbole si le stade est rempli avec 15 000 ou 20 000 personnes? Quel symbole, justement? Ce sera un symbole terrible. C'est-à-dire qu'au fond, les images qu'on a pu vivre aux Pays-Bas, elles ont gagné. C'est-à-dire qu'une partie de la population française a peur et ne veut plus se rendre dans des endroits où c'est la fête et où, au contraire, on fait en sorte de se réunir, de trouver derrière notre équipe de France des symboles extrêmement forts. Donc non, il faut s'y rendre. Il faut s'y rendre avec un tel dispositif sécuritaire, Sylvain Maillard, près de 4000 forces de l'ordre. On ne va pas critiquer dans un tel contexte, un tel dispositif, mais à quoi renvoie un tel dispositif? Que la France ait besoin de déployer tout cela pour un match de foot, qu'est-ce que cela dit du pays? Ça veut dire surtout, au-delà du pays, c'est-à-dire la période est extrêmement difficile. Mais de dire que nous sommes capables d'y répondre. Quand il y a quelques mois, nous avions les Jeux Olympiques, il y avait des policiers partout à Paris. Qu'est-ce que ça renvoie comme symbole? Le symbole que nous voulons la paix et que chaque spectateur, que chaque personne présente à Paris puisse vaquer tranquillement à ce qu'elle va faire. Vous avez l'air serein ce matin. Par exemple, Julien Audoul du RN a proposé, enfin en tout cas a émis l'idée de délocaliser le match. Bruno Retailleau a dit non, ce serait une forme de défaite. Ce ne serait pas prendre un risque de maintenir un tel match avec un tel dispositif? Bruno Retailleau a raison. Non, il y a un dispositif de sécurité. Les forces de l'ordre sont là pour sécuriser les matchs. Et moi, j'ai confiance en eux. Je sais que ça se passera bien. Donc, j'invite tout le monde à se rendre voir France-Israël. Alors, vous invitez tout le monde. À l'inverse, la France insoumise appelle au boycott du match et ne condamne pas plus largement les actes antisémites d'Amsterdam. Certains, à l'instar de la députée Marie Mesmer, affirment, je cite, que ces gens-là, je le lis, n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Le ministre de l'Intérieur a saisi la justice après cette réaction. Sylvain Maillard, vous êtes un représentant de la nation, vous êtes député. Est-ce que les parlementaires d'extrême gauche qui tiennent ce genre de propos et qui ne condamnent pas de tels agissements, est-ce qu'ils ont encore leur place en tant que représentants de la nation? C'est une vraie question. Moi, je pars du principe que vous avez été élu par des Français et donc vous avez chaque parlementaire, chaque député à la même place les uns que les autres. Bruno Retailleau a fait un article 40, donc signalé au procureur. J'espère qu'elle sera poursuivie parce que le tweet est une infamie. Ce qu'elle a écrit, au fond, c'est quoi? C'est de l'essentialisme. Et c'est tout ce qu'on peut dénigrer de plus dans le fait de faire République. Donc j'espère qu'elle sera poursuivie pour ses propos. J'espère que ce sera aussi une alerte pour l'ensemble des autres LFI qui ne sont, je le dis aussi parce que je les fréquente à l'Assemblée, pas forcément tous sur ce même registre. Qui voyez-vous qui n'y soient pas? Il y en a qui sont moins connus des LFI, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise par rapport à cette technique qui est très simple. Ils partent du principe qu'il y a une population musulmane en France qui probablement a un comportement, ce que je trouve scandaleux, antisémite. Et donc, au fond, il faut récupérer cet électorat-là. Et derrière Rima Hassan, qui est leur égérie, tous les jours, il faut pilonner pour s'assurer un vote communautaire. Donc, c'est tout ce qui ne fait pas République. Et c'est ça qu'il faut condamner. Ce qui ne fait pas République, vous avez parlé de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui a vu son déplacement entravé à l'université Lyon 3 avec des tags antisémites et des slogans « Israël assassin, Yael complice ». Alors là encore, Sylvain Maillard, la justice a été saisie, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement supérieur, mais comment on fait par rapport au poison antisémite dans les esprits et auprès des plus jeunes? Quel est l'objectif en fait? Cet objectif, évidemment,
c'est de faire en sorte que des responsables politiques ne viennent plus dans les universités, en tout cas ceux qui ne correspondent pas à l'écriture LFI et d'extrême gauche, hein, qu'on soit très clair. Ben moi, je vous dis tout simplement, il faut y résister, comme pour le match France-Israël. Il faut résister, continuer à y aller, accepter aussi de notre côté d'avoir des mauvaises images, parce que c'est toujours les politiques ont toujours peur de ça, d'avoir des mauvaises images, des mauvaises séquences, et de faire en sorte qu'à chaque fois soient poursuivis devant les tribunaux tous ceux qui, étudiants ou non, parce que moi j'entends souvent de la complicité avec les étudiants, oh ben ils sont jeunes, ils se forment, mais quand vous avez 21 ans, 22 ans, 23 ans, vous avez plus de 18 ans, vous êtes passible des mêmes peines que, évidemment, que n'importe quel autre Français. Il n'y a pas une immunité parce qu'on est étudiant. Et n'ont pas leur place aussi dans l'université, alors. Exactement, et ils vont être surtout poursuivis devant les tribunaux. On va passer sur le plan social, parce qu'il y a un contexte sécuritaire tendu. Sur un autre plan, le plan social est inflammable, avec un préavis de grève, Sylvain Maillard, illimité, déposé par les principaux syndicats de la SNCF, une dizaine de jours avant Noël. On a presque envie de dire comme chaque année. Est-ce que vous estimez, c'est un mot, une expression qui est souvent reprise, c'est une forme de prise d'otage? C'est le principe. C'est de dire, au fond, je sors l'arme nucléaire des grèves pour bloquer les Français et forcer le gouvernement à aller à la table de négociation. Je crois que c'est important que le gouvernement puisse négocier avec les uns les autres. Il y a une vraie inquiétude, et je peux l'entendre sur le SNCF Ouverture à la concurrance et fret. Là, il ne s'agit pas de salaire, de statut. Je sais bien, sur le fret. Ça mérite une grève avant Noël ? Non, mais moi, je suis totalement contre les grèves. Donc là-dessus, c'est un moyen de pression qu'ils font habituellement. Vous l'avez dit, c'est presque un sport national juste avant les vacances de Noël. Enfin, je dis juste avant les vacances de Noël, mais enfin, très souvent, à Noël, on se retrouve bloqué et les Français ne peuvent pas rejoindre leur famille. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est évidemment qu'il y ait des discussions sur le fret. Nous, on a besoin d'avoir un fret ferroviaire puissant en France. Ça fait partie de notre projet de décarbonation de la société. Tout le monde y est attaché. Il faut trouver les voies de passage. C'est le cas de le dire avec la. Mais s'il n'y a pas de responsabilité, s'il n'y a pas justement de retour en arrière, est-ce qu'il faudrait voir du côté italien, ou quand il y a une grève, en tous les cas, c'est ainsi que ça a été institutionnalisé pendant Noël ou pendant les fêtes, eh bien, c'est pas possible. Moi, j'y suis favorable. C'est-à-dire qu'en fait, le système italien est un peu plus complexe que ça. On détermine un nombre des jours précis tout au long de l'année pendant lesquels il n'est pas possible de faire grève. Je suis assez favorable à ce système-là. Ce ne serait pas pour vous une limitation du droit de grève? Au contraire, ce serait une forme de sanctuarisation du droit de circuler? Quand on fait partie du service public, au fond, on travaille pour les Français. On voue sa vie à travailler pour les Français. Et donc, bloquer le jour de Noël pour empêcher bon nombre de Français et souvent les Français les plus modestes de rejoindre leur famille à un moment de partage, un moment extrêmement important. Au fond, c'est pas ça, le service public. Donc, oui, j'y serais plutôt favorable. Sylvain Maillard, député de Paris Ensemble pour la République. On poursuit cet entretien sur CNews Europe 1 avec ce qui se passe sur un contexte social plus largement. Le ministre de l'Industrie qui annonce, je cite sa phrase, ça va se compter en milliers d'emplois en parlant de fermeture de sites. On a envie de vous demander, qu'est-ce qui reste du bilan de ce gouvernement? Le précédent gouvernement ne parlait que de réindustrialisation, et là, on va se retrouver. Est-ce que vous employez l'expression de saigner, d'hémorragie industrielle? Il y a une difficulté mondiale à l'heure actuelle de ralentissement de l'économie qui est forte, et l'économie s'adapte. Pas tellement aux États-Unis et du côté asiatique, ni même en Russie. Alors détrompez-vous, par exemple, en Chine, le contexte est extrêmement compliqué. On en parle beaucoup moins. Aux États-Unis, où il y a une baisse massive d'impôts. Par contre, vous avez raison, aux États-Unis, ont décidé d'une souveraineté absolue des Américains avec l'élection de Trump, mais ça avait déjà commencé avec Joe Biden, de réindustrialisation avec l'IRA, c'est-à-dire l'ensemble du projet qui permet de se réindustrialiser, et une déduction fiscale extrêmement puissante depuis plusieurs mois maintenant. On a la même chose en Europe, mais qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place. On a mis beaucoup d'argent en fait en Europe pour réindustrialiser, mais les dispositifs sont trop compliqués à mettre en place. Alors que vous arrivez aux États-Unis, vous installez votre projet industriel, immédiatement dès le premier mois, vous avez les. Vous dites dans une tribune à l'opinion, vous avez dit, tandis que les États-Unis baissent les impôts, c'est le programme économique en grande partie de Trump. La tendance du budget, c'est l'exact inverse, avec une nette augmentation. Alors que la part, on le précise, des prélèvements obligatoires dans notre PIB explose à 48%, soit la plus haute, Sylvain Maillard, des pays de l'OCDE. Qu'est-ce que vous dites ce matin par rapport à ce budget? Est-ce qu'il y a un risque de matraquage fiscal compte tenu de ce contexte social si tendu? Écoutez, on a déjà une copie budgétaire du gouvernement avec plus 20 milliards.
qui est pour moi déjà un vrai souci, augmenter les cotisations sociales et augmenter l'impôt sur les sociétés, même si c'est les grandes sociétés, parce que les grandes sociétés, elles ont des sous-traitants et elles vont impacter sur les sous-traitants les prix. Et c'est le chef d'entreprise qui parle ce matin que vous êtes. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. À la fin, une entreprise, c'est une boîte noire. Ça ne vit que par des gens qui sont autour, des actionnaires, des salariés, et c'est eux qui seront impactés. Et donc, moi, je dis, il y a une première copie déjà du gouvernement qui est dure, et derrière, sur des hausses de cotisations et d'impôts, et puis ce qu'on a voté jusqu'à vendredi soir, moi j'étais tard encore dans l'hémicycle vendredi soir, plus 35 milliards d'impôts supplémentaires. Mais c'est une folie. On est en train de faire exactement l'inverse que ce que font toutes les grosses économies dans le monde. On a l'Allemagne, en même temps, et c'est ce que j'écris, l'Allemagne, le même jour de l'élection de Trump, la coalition explose. Probablement dans quelques mois, la CDU va revenir au pouvoir. La CDU a déjà annoncé, elle va avoir une politique très pro-business, d'écrasement des impôts pour les entreprises, faire en sorte qu'on réindustrialise. Et la réindustrialisation, non seulement c'est de la souveraineté, mais aussi il ne faut pas oublier que c'est de l'emploi partout en France, sur tous les territoires, et de l'emploi plutôt bien payé. Donc il faut absolument garder cette politique qu'on a menée depuis 7 ans avec Emmanuel Macron. Sinon, vous savez quoi, on va revenir à ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire moins d'emplois industriels, un affaiblissement de la France, et qu'au fond, la confiance, moi je le dis toujours, la confiance, c'est le temps long. Le temps long, on l'avait retrouvé en France en disant un investisseur français ou étranger se dit au moins, je connais ma rentabilité dans le long terme. Oui, c'est logique. Si vous changez l'imposition, vous ne la connaissez plus, et au fond, vous allez investir ailleurs. Expliquez-nous, Sylvain Maillard, vous êtes député Ensemble pour la République, vous êtes aussi chef d'entreprise, cette double casquette est importante. Vous dites à votre propre gouvernement que c'est de la folie fiscale. Je pense qu'on prend un risque énorme si on est dans l'autre sens, c'est-à-dire dire on va sur cette année pour rétablir les comptes, et je l'entends, et là-dessus je ne peux pas le contester, mais c'est un fusil à un coup. Vous contestez apparemment, parce que vous dites qu'il y a d'autres moyens. Moi je veux qu'on fasse des réformes de structure. Il y a des réformes de structure qu'on peut faire tout de suite. Vous pouvez les démarrer là avec un gouvernement et un président qui est fragilisé. Bien sûr, parce qu'il a une majorité, en tout cas, qui ne voterait pas la censure, qui veut des réformes de structure. Par exemple, nous avons besoin. L'assurance chômage, c'est la base. Mais les collectivités, on ne peut pas continuer à avoir des collectivités qui ont des compétences sur tout. On voit bien qu'on dédoublonne partout. Et on a le rapport Woerth, mon collègue Éric Woerth a fait un rapport très bon dessus, qui explique avec une ligne d'application qui me semble tout à fait correcte, de faire en sorte que chaque collectivité a exactement une compétence. On arrête de tout dédoublonner. Et la compétence économique, pour reparler de l'économie, vous savez que chaque collectivité est là. Que moi qui suis élu de Parisien, de l'arrondissement, en passant par la ville, par la région, par la métropole, par le gouvernement, tout le monde là. Tout le monde là, personne là. Est-ce que vous dites ce matin au Premier ministre, Michel Barnier, attention, sans nous, sans le socle commun, un tel budget que vous avez qualifié vous-même de folie fiscale ne peut pas passer? Moi, mon objectif, c'est d'être député, c'est de pousser au fait qu'il y ait le moins possible d'augmentation d'impôts. Vous y croyez encore? Et je sais, jusqu'au bout, on y croit toujours. Bon. J'espère que l'arrivée de Trump va faire comprendre à tout le monde qu'en fait, on n'est pas une île et qu'on peut pas, on doit penser au moyen et long terme. Ce que nous rentrons comme argent par une augmentation d'impôts, je suis persuadé que nous allons le perdre les années d'après. Et nous allons avoir de l'emploi qui va quitter la France. Donc oui, je suis inquiet dessus. On essaye de gagner nos arbitrages. Déjà sur les cotisations sociales où on avait prévu une augmentation, nous avons voté tous le socle commun contre. Et le gouvernement s'est engagé à revoir sa copie et nous proposer autre chose au Sénat. On vous sent très agacé, c'est un euphémisme sur le budget, frustré par le manque de perspective de l'exécutif et du groupe d'ailleurs Ensemble pour la République. Pas que l'exécutif, quand je vois ce qu'ont voté le RN et les socialistes et LFI, je suis très inquiet. Oui, les 35 milliards supplémentaires, c'est eux aussi. Oui. Non mais c'est une folie fiscale. C'est une folie fiscale de tout le monde. Donc il faut revenir. Et qui sont les raisonnables alors à l'Assemblée ? Nous essayons de porter une voix en disant il faut faire des réformes de structure. C'est des réformes extrêmement impopulaires. Vous savez quoi, les réformes de structure, c'est extrêmement impopulaire. Et quand on fait des augmentations d'impôts et qu'on cible sur tel ou tel électorat ou telle catégorie, on se dit ce sera moins impopulaire. Moi, je crois c'est un moment de vérité dans lequel nous sommes. Michel Barnier l'a dit très clairement. Ce moment de vérité nous permet de faire des réformes de structure affirmées. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sylvain Maillard, pour conclure, nous sommes en ce 11 novembre. C'est peut-être le retour du président mémorial. Mais que reste-t-il à part cela
du macronisme aujourd'hui. La réindustrialisation fait pchit, augmentation des impôts, tout ce que vous aviez promis, tout ce que vous avez dit à un électeur macroniste, c'est exactement l'inverse qui est à l'œuvre. Par exemple, sur l'économie, le chômage, bien sûr, est en train de réaugmenter un peu. Enfin, nous avons le niveau de chômage le plus bas. Nous avons relancé l'économie. Nous avons commencé, Sonia Mabrouk, à réindustrialiser. On voit bien qu'on a changé la dynamique. Le regard vu de l'extérieur des investisseurs a changé. C'est ça qu'il faut préserver. Je crois que c'est un des acquis extrêmement forts d'Emmanuel Macron. Merci Sylvain Maillard. Vous êtes une sorte de lanceur d'alerte ce matin sur le plan économique. Je fais mon travail de député tout simplement. Exactement. Merci à vous et bonne journée.